On voit de plus en plus les conséquences du changement climatique dans nos régions, en France, mais aussi en Europe. Et la question sous-jacente, forcément, c'est comment on va gérer quand il y aura une immense catastrophe naturelle. Il y a déjà des pays qui ont eu évidemment des grosses catastrophes naturelles, et c'est le cas d'Haïti qui a connu un séisme d'une très forte magnitude en 2010. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Lamotte, qui a été Premier ministre 2 ans après ce séisme et qui a donc dû gérer ce séisme. Et avec Laurent, on parle vraiment à cœur ouvert de la manière dont on gère un pays, dont on gère une catastrophe naturelle, mais aussi comment on gère les aides qui arrivent de plein de pays, en particulier qui arrivent dans les associations. Vous verrez, c'est pas forcément la manière dont on le pense a priori. Je vous laisse écouter l'épisode qui est évidemment passionnant. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va, merci. Une question que je pose assez rarement, mais comment on fait pour devenir Premier ministre d'un pays ? Ça, c'est une excellente question. Parce qu'au fait, on ne va ni à l'université ni à l'école pour devenir Premier ministre. Je suis devenu Premier ministre suite à l'élection en 2010 du président d'Haïti, Michel Martelly, à l'époque. Et en 2011, le 12 mai 2011, au fait, il m'a nommé parce qu'en Haïti, le président est élu et le premier ministre est nommé. C'est pratiquement comme le système français. Donc, j'ai été nommé premier ministre suite à mon passage au ministère des Affaires étrangères. D'accord. Donc, pour devenir premier ministre dans un pays, il faut premièrement avoir la confiance du président et aussi avoir la confiance de l'entourage du président et du Parlement du pays qui ratifie le choix, au fait. Ok, très bien. Et t'es arrivé dans un contexte très particulier, parce que je ne sais pas si les gens se souviennent, mais il y a eu un énorme tremblement de terre en Haïti. Tu peux nous parler de cette catastrophe déjà en tant que telle, et puis après on parlera de comment on gère ça, en fait, ces situations. En fait, Haïti a été victime de plusieurs tremblements de terre à travers son histoire. Il y en a eu 5 en tout. Et il y en a eu un dernier l'année dernière. Et en 2010, au fait, il y a eu l'un des plus grands tremblements de terre de l'histoire de la Caraïbe. Pratiquement, il y a eu 250 000 morts, 500 000 blessés. Il y a eu 56 000. Pardon, j'allais te demander Oui, il y a eu 56 000 maisons détruites pendant le tremblement de terre. Il y a eu pratiquement tous les ministères du gouvernement ont été détruits. On a dû pratiquement recommencer à zéro. Quand tu dis 250 000 morts, c'est sur une population de combien de personnes ? 12 millions. Ouais, donc c'est énorme. Si on remet à la France, qui fait à peu près 6 fois plus d'individus, ça voudrait dire 6 fois 250, on est à 1 250 000 personnes, quoi. Absolument. Donc c'était... Mais beaucoup plus que ça. On a eu pratiquement... En Haïti, il y a des problèmes. Il y a tout type de problèmes avant le tremblement de terre. Donc, en amont, on avait des problèmes d'hôpitaux, il y avait des problèmes des services sanitaires, il y avait des problèmes avec les services ambulanciers. Donc, pour répondre à une catastrophe pareille, on a dû dépendre à l'époque de l'aide de la communauté internationale, des États-Unis, de la France, d'Israël, des pays de la région, des pays de la Caraïbe. Tout le monde, il y a une solidarité vraiment mondiale qui est venue en aide au peuple haïtien ce jour-là, parce que le tremblement de terre a duré que 38 secondes. Et 38 secondes ont servi pour... c'était comme si c'était 38 heures de temps. Parce qu'il y a eu tellement de dégâts, il y a eu une situation tellement compliquée après que bon, jusqu'à présent, on a des difficultés à s'en remettre. Et justement, donc tout le sujet, et c'est pour ça que je voulais qu'on discute ensemble, c'est comment on gère, en fait. C'est assez basique, mais en même temps, voilà, on voit bien, on a tous vu, enfin, beaucoup ont vu, tu sais, ce film sur cette météorite qui peut tomber sur la Terre, etc. On parle beaucoup des chaleurs qui ont de plus en plus lieu en France, mais un peu partout dans le monde.
Et en fait, on commence à sentir vraiment les impacts du changement climatique. Et il y a une question derrière, et on a bien vu pendant le Covid à quel point on n'était pas prêt, parce qu'on n'avait pas les masques, on n'avait pas de trucs, machin. Comment on fait pour gérer une crise aussi importante? Parce que le pays, il est dans la débâcle, au final, à ce moment-là. Bon, le pays est dans une débâcle totale, parce que en réalité, le gouvernement est dysfonctionnel. Les institutions sont dysfonctionnelles parce que personne, c'est impossible de se préparer à gérer une catastrophe pareille. On peut prévenir, on peut prévenir en amont, c'est-à-dire on peut construire des édifices antisismiques, on peut faire tout ça, mais dans un pays qui a des difficultés économiques, c'est quand même compliqué de tout construire antisismique. Donc les gens construisent avec les moyens qu'ils ont, et au fait, ils ne s'attendent pas à un séisme. Donc, le jour où le séisme arrive et que tout est détruit et que ça ne dure que 38 secondes, les gens ne comprennent pas ce qui arrive et puis en un brin de temps, tout est détruit à côté d'eux. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des gens qui sont bloqués sous les débris. Il y a eu un enfant de 3 ans qui est resté plus de 3 jours sous les décombres. Il a été miraculeusement sauvé. Donc, ce jour-là, si on retourne au 12 janvier 2010, c'était une journée catastrophique, non seulement pour Haïti, mais je pense que pour toutes les Caraïbes. Et le volume de dégâts, il y a eu quand même 15 milliards de dollars américains de dégâts. Il y a eu une situation intenable. Et c'est à partir de ça, le gouvernement qui était en place à l'époque était totalement dysfonctionnel. Le palais présidentiel de l'époque avait été détruit. La résidence du chef de l'État aussi. Le bureau du Premier ministre aussi. Donc, tous ceux qui devaient, si tu veux, venir diriger, eux, ils étaient victimes. Donc, il y a eu une lenteur dans la réponse gouvernementale parce que tout était détruit. Et vas-y. Non, c'est bon. Et par où on commence justement quand on a ce genre de situation qui arrive, par quel bout on le prend? Parce qu'en fait, ça paraît tellement démesuré, tu vois, entre toutes les institutions qui sont physiquement détruites, entre le nombre de morts, de blessés, les gens sous les décombres, les autoroutes, les hôpitaux. Enfin bref, par quel bout on le prend? Et comment tu l'as géré? Donc moi, je suis arrivé 2 ans après. Mais tout était toujours détruit. C'est-à-dire l'aéroport international était détruit, le port national aussi. Il y avait plusieurs autoroutes détruites toujours. Donc et puis, mais le pire de tout, c'est qu'on avait des délogés. Il y avait environ 1,6 million de délogés et des gens qui vivaient dans des situations très, très compliquées. Qui vivaient sous les tentes, des gens qui ont vécu des situations vraiment difficiles. Pendant plus d'1 an, 1 an et demi, ils étaient sous les tentes. Donc, comment est-ce que ça a été géré et quelles sont les leçons apprises de tout ça? Premièrement, il y a eu l'arrivée des organisations non gouvernementales, les ONG, qui sont arrivés par centaines. Il y en avait plus de 500 qui sont arrivés. Donc, toute l'aide qui avait été donnée pour le séisme a été canalisée à travers ces ONG. Donc, quand on parle d'ONG, on parle de la Croix-Rouge américaine, de la Croix-Rouge américaine à tout type de petites fondations. Donc, tous voulaient aider. Et au début, ils ont vraiment aidé. Mais l'un des drames de la réponse au séisme, de la réponse aux catastrophes, c'est que c'est juste une réponse humanitaire, donc pour gérer l'urgence, qui dure parfois très longtemps et qui siphonne tout ce qui est aide. Et à 99% de cette aide qui va
aux ONG et non pas au gouvernement du pays. Donc, ce qui arrive, c'est que le gouvernement qui serait responsable de la reconstruction de la zone détruite, très souvent n'a pas les moyens de le faire. Et en plus de ça, Haïti était un pays qui n'était pas tellement endetté, mais la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ils ont décidé d'annuler la dette qu'Haïti avait. Et maintenant, ils ont mis Haïti à une situation là où Haïti ne pouvait pas faire de prêt. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a eu une aide allouée pendant 10 ans à 200 millions de dollars par an. Mais tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit que les dégâts étaient de 15 milliards. Donc, c'était impossible financièrement de répondre à un séisme d'une telle magnitude parce que avec 200 millions de dollars par an sur des dégâts de 15 milliards, ça aurait été compliqué de pouvoir. Donc, il y a eu par exemple, différents pays qui ont aidé de manière bilatérale, mais pratiquement toute l'aide a été canalisée à travers les ONG. Et si on prend l'exemple de la Croix-Rouge américaine, par exemple, ils ont reçu plus de 550 millions de dollars d'aide pour Haïti. Mais selon les chiffres même de la Croix-Rouge américaine, ils avaient une dette précédente de 240 millions qui a été épongée, mais pour d'autres projets. Or, cet argent était destiné normalement à Haïti. Ils avaient les frais de gestion de l'aide qui sont en général de 40% du montant. Donc, tu peux voir rapidement que sur les 550 millions, il y a très peu qui ont été vraiment pour le développement du pays. C'est quoi les frais de gestion? Les frais de gestion, c'est que ce sont des frais que les ONG ou les organisations, si tu veux, facturent au pays ou déduisent des montants perçus pour leurs propres frais de gestion, c'est-à-dire pour payer les salaires, pour payer, pour acheter des véhicules et tout. D'accord, donc c'est énorme, effectivement. Voilà, donc ils ont chargé environ 40% du montant perçu pour ces frais allant à l'administration du prêt, de l'aide elle-même. Donc en fait, ta première leçon, ce que je retiens en tout cas, c'est de dire que les aides humanitaires, c'est génial, et en même temps, ça bloque complètement, ça va pas au bon endroit, parce qu'en fait, les donner à des ONG, finalement, ça fonctionne pas très bien. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce qui se passe avec Zelensky, qui a demandé des bitcoins, ou en tout cas des crypto-monnaies, directement. Et en fait, ça allait pas aux ONG, ça allait directement au pays. Alors, c'est dans une situation différente, parce que là, on parle d'une guerre, mais ça va directement au gouvernement. C'est pareil, parce que quand tu as une ville totalement détruite, c'est comme si tu étais en guerre. C'est comme si tu as une guerre de 38 secondes, en fait. C'est ça. Et tu es complètement détruit. Donc ça, c'est ta première leçon. Donc, OK. Et ensuite, qu'est-ce que tu as retenu, ou en tout cas, la question que je t'avais posée au début, c'était par où on commence pour gérer cette situation. J'ai aussi des questions aussi sur les gens, mais je te les poserai plus tard. Donc, par où on commence alors, maintenant, après avoir fait l'expérience, les leçons apprises de tout ça, c'est que, il faut avoir, il faut très, très certainement apprendre du passé et de ces expériences. Ça, c'est la première chose. Dans le site de la ville, le lieu où se produit le séisme, l'objectif, au lieu d'envoyer des tentes, de l'eau et tout, il faut travailler de préférence avec les autorités locales pour déloger des gens, au lieu de leur donner des tentes pour rester sur les mêmes sites, mais de les déloger dans d'autres villes non affectées par cette catastrophe naturelle. Pourquoi? Parce que quand il y a 1,6 million de tentes dans une ville, ça règle un problème à court terme, mais à long terme, ça crée un problème humanitaire énorme. Oui. Ça a coûté au gouvernement presque 100 millions de dollars pour déloger les gens qui ont reçu des tentes et qui mettaient des tentes au milieu de la rue pour y rester, au fait. Donc ça, c'était difficile à prévoir, ça. Mais il y a eu quand même la solidarité internationale. Tout le monde voulait aider, tout le monde voulait faire quelque chose pour Haïti. Donc les gens disaient, envoyez des tentes, envoyez de l'eau, envoyez ce que vous voulez.
Et puis, ils ont tout envoyé. Et ça a été, alors que la leçon apprise de tout ça, c'est qu'ils auraient pu déloger des gens chez leur famille, dans d'autres villes non affectées. Ça, c'est la première chose. Et aussi, utiliser le mobile money pour envoyer de l'aide sur les téléphones des gens. Alors, les téléphones n'ont pas fonctionné pendant 2 ou 3 jours, mais après, ils ont fonctionné. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens ont des petits moyens personnels pour choisir ce qu'ils veulent faire, au fait. Et s'ils veulent aller chez la famille, s'ils veulent acheter certaines choses, ils ont des moyens, en tout cas les survivants, de sortir de ce problème. Réautonomiser les gens, en fait. Ce que tu dis, c'est que d'un côté, il y a des ONG qui décident pour toi, en fait, mais qui, quelque part, t'infantilisent, puisque, en fait, elles décident pour toi ce qui est bien ou pas, alors que si on mettait de ce que tu appelles de la mobile monnaie, c'est vrai que ça se fait beaucoup, ça se fait pas trop, en fait, en métropole. En France, de manière générale, je pense, ça se fait beaucoup sur le continent africain. C'est-à-dire, les mobiles deviennent banques, et donc tu peux envoyer de l'argent aux gens. On peut imaginer sur Lydia, ou je sais pas quoi, en France. Exactement. C'est facile de voir tous les téléphones qui sont actifs et d'envoyer l'aide. Et maintenant, c'est aussi facile de superviser tout ça, de régulariser tout ça. On sait exactement qui va à qui, comment, quand, et on voit aussi comment les fonds sont utilisés, au fait. Donc, c'est important d'apprendre cette leçon. Au lieu, alors, pour te donner un exemple, à titre d'information, juste après le séisme, il y a eu pour Haïti une conférence internationale à New York. Ils ont décidé d'envoyer 9 milliards de dollars pour Haïti, alors que les dégâts étaient estimés à 15. Ils ont pu récupérer 4 milliards, donc la moitié, un peu moins de la moitié. Et de ça, 50% de ce qu'ils ont récupéré ont été payés les troupes américaines qui sont restées là pendant 6 mois. Donc, ça a coûté 2 milliards. 2 autres milliards ont été à l'aide humanitaire et 0 a été à la reconstruction. 0 a été aux assurances. Parce que quand les assurances ont pratiquement toutes fait faillite, parce que tous les hôtels pratiquement ont été détruits, les maisons, les résidences, tout ça a été détruit. Donc, les gens qui avaient l'assurance ont voulu quand même, ils ont fait quand même des réclamations aux assurances, mais toutes les assurances, eux, ont déclaré, ont déposé le bilan. Donc, en fait, pardon, ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment un problème dans la manière dont on apporte de l'aide dans ce moment-là. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est effectivement ne pas laisser les gens sur place par simplicité de court terme en mettant des tentes, mais plutôt les déloger et les emmener dans des autres endroits pour les réautonomiser en leur donnant de l'argent directement et sans doute donner de l'argent au gouvernement plutôt qu'à des associations. Parce qu'en fait, moi j'avais entendu ça sur l'ONU en particulier, que les frais de gestion de l'ONU sont monstrueux. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui bossent à l'ONU, c'est pas une critique, mais c'est vrai que c'est des très gros salaires. Ils y vont dans des conditions qui sont assez exceptionnelles. Et finalement, il y a des frais de gestion qui sont monstrueux versus l'argent qui arrive vraiment directement aux personnes. Exact. Et ça crée un problème logistique énorme. Et un pays quand même, comme les petits pays qui sont victimes de séismes, par exemple, si on prend l'Équateur, parce qu'il y a quand même beaucoup de séismes, il y a eu un séisme au Népal, il y a eu un séisme en Équateur, il y en a eu 2 en Haïti. Donc, Haïti est à la malchance d'être sur une plaque tectonique, au fait, qui s'ajuste qui s'ajuste tous les ans. Donc, il y a toujours une activité sismique qui se passe et sur la plaque Henri Quillot, au fait. Donc, il y a toujours des activités. Et quand d'ailleurs, on a eu, il y a 1 an, un autre séisme qui a détruit maintenant toute la partie sud, l'aile sud d'Haïti. Et là, il y a eu plus de 5 milliards de dégâts, mais il y a eu 0 aide. Parce que les gens, au lieu d'apprendre de 2010, maintenant, il n'y a eu aucune réponse. Donc, on a eu une réponse à outrance en 2010 et on a eu 0 réponse en 2021.
Et alors, je reviens à ma question. Ce que tu disais, c'est que toi, t'es arrivé 2 ans après le séisme. Euh, comment tu t'y es pris pour remettre en ordre, entre guillemets? Enfin, par où tu commences pour remettre en ordre le pays? Bon, la première chose, parce que le bureau du Premier ministre avait été détruit. Donc, il y avait nulle part où travailler. Et quand on est arrivé, tout était totalement détruit. Les gens, on a eu 52% de la population à la capitale qui était sous les tentes. Donc, on a dû premièrement, avoir un plan stratégique d'urgence pour, enlever ou déloger les gens des tentes et les reloger soit chez les parents ou familles en dehors de Port-au-Prince ou réparer certains logements qui avaient été détruits et pour désengager un peu, parce que tout c'était sur les voies publiques, sur les places publiques, sur les routes, et tout était congestionné à cause de ça. Donc ça, c'était, une fois qu'on a monté ce plan stratégique, c'était de déloger et de rendre possible la circulation. Ça, c'est la première chose. 2, c'était enlever les décombres, parce que quand même, tout était toujours... Il y avait des décombres partout, dans toute la ville. 2 ans après, on parle de 2 ans après, mais il y avait des décombres partout. Donc, c'était une situation où on devait aller à l'essentiel, si tu veux. Parce que c'était difficile, la ville était difficilement vivable. Parce que c'était difficile de circuler, c'était difficile de fonctionner. Et les gens toujours avaient un sentiment de peur. Il y avait un sentiment qu'il y aurait pu avoir une autre séisme à n'importe quel moment. Donc les gens avaient très, très peur. Donc avec ce plan stratégique, si tu veux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à déloger les gens. Et puis bon, sur la fin de mon terme, on a réussi à déloger 97% de ceux qui étaient sous la tente. Donc de 1,6 million, il en restait environ 37 000. Donc ça a été une activité permanente au quotidien. Et l'un des plus grands défis qu'on a eu, tu peux t'imaginer, c'est que sous les camps, il y avait plus de 125 camps de réfugiés. Le plus grand problème, c'est que les ONG qui continuent à aider, mais elles continuent à donner des services à ces camps. Donc, elles apportaient à manger, à boire, tout type de services sanitaires et tout, dans les camps. Donc, les gens qui étaient en mesure de laisser les camps, ils voulaient pas venaient partir. la journée. Ils ne voulaient plus partir, au fait. Ouais, c'est vrai, effectivement, c'est débile. Donc voilà. Donc, ça a été aussi de prendre des mesures pour demander aux ONG de cesser d'aider dans les camps et d'aider plutôt dans les quartiers. C'est hyper intéressant parce qu'on se rend pas compte de ça, généralement, quand on envoie de l'argent. Et puis surtout, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je te disais, c'est que je pense que les gens, ils ont conscience que ça peut arriver demain en France, des grosses catastrophes. On en a eu légèrement, mais l'été dernier où il y a eu des immenses inondations. Et on voit bien qu'en fait, des grosses catastrophes, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que ça intéresse. En plus, on voit beaucoup de films, tu sais, de science-fiction un peu dystopiques. Et il y a une question que je me pose, très simple, c'est justement la réaction de la population. Est-ce que, parce qu'en fait, dans les films, tu sais, il y a cette phrase de Bergson, l'homme est un loup pour l'homme, où on s'imagine que tout le monde va voler tout le monde. J'aimerais savoir comment ça s'est passé au niveau de la population. Est-ce qu'ils ont été solidaires? Comment ça a fonctionné? Ça a été étonnant de voir la solidarité et la fraternité entre victimes. Donc, c'est une solidarité entre victimes. C'est un aider l'autre, c'est un essayer de sauver l'autre, et c'est un essayer de faire ce qu'il pouvait et de recevoir et d'aider. Et il y a des gens qui sont morts en essayant d'aider. Donc, ça a quand même fait ressortir un esprit solidaire incroyable chez l'homme et la femme haïtienne ce jour-là. Et c'est difficile de savoir, de prédire, de comprendre, parce que ça se passe tellement vite et ça se passe, si tu veux, de manière tellement
rapide C'est et brutal. inattendu qu'on gère avec l'instinct humain, au fait. Tu vois, donc là, je pense qu'après ces deux expériences, les gens en Haïti sont beaucoup plus habiles et prêts à savoir comment répondre et comment se comporter après une catastrophe comme ça. Et ceci, ils l'ont appris avec le sang et avec la douleur. Mais alors du coup, ce qui est rassurant dans ce que tu dis, c'est que l'instinct justement humain, il est positif, c'est-à-dire qu'il est dans l'entraide, il est dans la sauvegarde. Il n'est pas dans euh, chacun pour soi et voilà. Et je vais essayer de faire de tirer profit ou voilà parce qu'en fait c'est ce qu'on voit, enfin vraiment hein, dans les films ou dans les séries. euh, Souvent on voit les gens qui essayent de tirer profit pour eux et pas vraiment d'être dans l'entraide. Alors ce que tu décris, toi, c'est qu'en réalité, l'humain, fondamentalement, il est plutôt bon. C'est-à-dire qu'en fait, à Haïti, mais j'imagine que c'est pareil un peu partout, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'entraider. Donc, il faut pas avoir peur de ça parce que la réalité, c'est quand même ça. Moi, j'y pense fermement et on voit que, pas seulement en Haïti, mais quand il y a des catastrophes, il y a des problèmes, même dans les attaques terroristes, par exemple, si on se souvient de ce qui s'est passé à New York pour le 9/11, on a senti une solidarité entre humains. Et au Bataclan, à Paris, quand il y avait l'attaque au Bataclan aussi, on a senti quand même une sorte de fraternité et tout le monde voulait aider. Les gens étaient quand même terrorisés par ce qui s'était passé, mais tout le monde a eu un sentiment de travailler ensemble, de s'aider et d'être ensemble pour sortir de ce problème. Donc, Tu disais tout à l'heure, les gens maintenant sont préparés parce qu'ils ont passé par l'expérience. Comment on peut se préparer, même psychologiquement, hein, à ce genre de situation? par exemple, les gens, maintenant, quand ils construisent, par exemple, ils construisent avec le toit de la maison et un toit léger. Maintenant, avant, ils construisaient avec des dalles en béton et tout. Donc, et avec le séisme, toutes les toitures qui étaient faites en béton sont tombées et ont pratiquement tué les familles qui étaient dans. Donc, ils ont appris de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ils savent plus ou moins que quand il y a n'importe quoi, il faut courir et se jeter dehors et ne pas rester à chercher à savoir, mais de se jeter à l'extérieur le plus vite que possible pour se sauver la vie. Donc ça, je pense que tout le monde l'a appris et le comprend. Et aussi, ils ont appris à écouter certaines consignes quand il y a des consignes, parce qu'avant, il y avait très peu de confiance aux autorités, très peu de confiance en ce qui se passe. Maintenant, il y a beaucoup plus, ils suivent beaucoup plus les conseils en amont, en tout cas. Donc, je pense que l'expérience vécue et les morts et les blessés qui sont sortis de ce séisme, en tout cas ceux qui ne sont pas morts, ça va rester marqué pour le reste de leur vie. Bien sûr. Et une question que je me posais, quand je te disais par où on commence, donc tu as dit donc déloger les gens, s'assurer pour pouvoir libérer les routes, parce qu'on imagine bien que s'il y a des tentes partout, c'est plus possible de circuler. On commence par reconstruire quoi? Les hôpitaux? Les écoles? Enfin, les maisons? Bon, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser, dans notre cas, il faut mobiliser la possibilité de pouvoir reconstruire. C'est-à-dire que ça dépend de l'économie du pays. Dans un pays riche, c'est facile. Dans un pays comme Haïti, qui est un pays qui a des difficultés économiques, là, il faut être très innovant pour avoir les moyens nécessaires pour reconstruire. Donc, travailler avec des assurances internationales et locales, donc pouvoir aider ces assurances à aider maintenant ceux qui sont victimes, les clients qui sont victimes. C'est créer un fonds d'urgence pour venir en aide immédiate et pas seulement une aide humanitaire, mais une aide pour la reconstruction. Parce que c'est ça l'un des plus grands problèmes. Il n'y a personne qui aide aujourd'hui un pays
et ça, il faut le dire publiquement et fortement, il y a très peu d'organisations qui viennent en soutien pour la reconstruction permanente. Par contre, il y a énormément d'aides qui viennent aider à donner l'aide humanitaire. Ouais, j'ai bien compris. C'est très clair. Et quand tu vois dans les nouvelles, par exemple, sur France 24, sur BFM TV, sur toutes les chaînes françaises, sur toutes les chaînes mondiales, ils parlent toujours d'une catastrophe, mais ils parlent pendant peut-être 24, 48 heures, 72 heures, une semaine, 2 semaines au grand maximum. Et puis après, c'est plus dans les nouvelles. On passe à un autre sujet. Mais il y a des vies entières qui sont détruites, il y a des familles entières qui sont détruites, qui doivent être reconstruites. Et il y a très peu d'emphase sur l'aide à la reconstruction. Donc, il faut créer un fonds. Alors, ça, c'est du côté étatique. Il faut créer un fonds de reconstruction nationale post-catastrophe. Parce que si on avait ça, ça aurait aidé. On n'avait pas. Donc, on a dû commencer à zéro. Et ça a été très, très, très difficile. Et vous avez commencé, donc ce que tu disais, c'est que vous avez fait des partenariats avec des assurances internationales, mais d'abord pour aider les gens, donc les Haïtiens, à reconstruire eux-mêmes, c'est-à-dire en fait reconstruire leur maison. Mais pour ce qui concerne les institutions, vous avez commencé par quoi? Par les hôpitaux, parce que j'imagine, en fait, j'imagine que quand il y a des camps avec des tentes, il y a aussi un énorme problème sanitaire. Enfin, par définition. Et il y avait ce problème sanitaire avant. Parce qu'il y avait quand même très peu d'hôpitaux. Il y a très peu d'hôpitaux, très peu de centres de santé. Donc, ça a été très compliqué. Donc, nous autres, ce qu'on a commencé par faire, c'était faire le délogement. 2, s'assurer de la sécurité publique parce que pratiquement tous les édifices policiers avaient été détruits aussi. Donc, c'est parce que, ce qui arrive, c'est que ça ouvre la voie aux bandits armés qui maintenant terrorisent, qui pillent les institutions commerciales. Donc, ça crée une situation sécuritaire très, très compliquée. Donc, il a fallu rapidement remonter, aider la force de police pour donner un peu de sécurité dans la ville. Sur la reconstruction, il y a eu une emphase énorme sur les écoles, parce que beaucoup d'écoles avaient été détruites. Donc, on a travaillé avec la communauté internationale pour reconstruire des écoles de leur côté et du côté gouvernemental aussi. Il y a eu beaucoup d'écoles reconstruites. Il y a eu des centres de santé qui étaient détruits, qui ont été reconstruits. Et il y a pas eu beaucoup de moyens pour construire de nouveaux centres de santé, mais c'était réparer ce qui avait été détruit, parce que c'est pas tout ce qui avait été complètement ils étaient endommagés, mais pas détruits, si tu veux, sur la globalité. Donc, il y a tout à faire et il y a très peu de moyens pour le faire. Donc, il faut essayer de faire beaucoup avec très peu. Et comment on priorise? Bon, la priorité ça vient avec ce plan stratégique. Nous autres, ce qu'on avait priorisé, en tout cas, c'était, parce qu'il y a quand même 10 ans, ce qu'on avait priorisé, c'était le délogement, et le relogement. C'était l'emphase sur la reconstruction, permanente, si tu veux. Donc, reconstruction des écoles et aussi aux hôpitaux. C'était la sécurité, le renforcement des forces policières pour assurer une certaine sécurité des citoyens et citoyennes dans la ville. Donc, ça a été une emphase. Et aussi, c'était le déblaiement, donc l'enlèvement de tous les décombres qui bloquaient toutes les artères, toutes les activités, et aussi encourager les gens, ceux qui vivaient en Haïti à l'étranger, de continuer à aider et de continuer à visiter le pays, parce que l'activité économique, parce que c'est quand même tout un pays, parce que les gens pensent que tout avait été détruit dans tout le pays, mais non. C'est comme s'il y a un séisme à Paris, c'est Paris qui est affecté, c'est pas Lyon, c'est pas Bordeaux, c'est pas Marseille, Cannes. Voilà. Donc on a une campagne énorme pour encourager les gens
continuer à visiter, continuer à venir pour que l'activité économique continue, parce que ça, ce serait le pire des problèmes. Si les gens arrêtent de visiter, si les Haïtiens qui vivent à l'étranger, les étrangers qui veulent visiter cessent tout ça, bon là, ça aurait créé un autre problème. Donc, on a eu une campagne de motivation de venir, de continuer à investir en Haïti. Donc ça, on l'a fait pendant tout le mandat là où j'étais là, parce qu'un pays comme Haïti, c'est avec l'investissement qu'on crée des emplois, c'est avec l'investissement, parce que l'État est très faible et les gens pensent qu'il faut toujours dépendre de l'État pour tout. Donc, alors que l'État lui-même est très faible. Par contre, les investissements directs privés, locaux et étrangers, ils ont un impact énorme sur le développement économique. Et ça, c'est très peu dit, parce que les gens dépendent encore une fois du gouvernement, de l'État. Lorsque l'État a très peu de moyens, surtout un État qui a été détruit. Je vais te donner un exemple. Moi, quand je suis arrivé comme Premier ministre, le bureau du Premier ministre était totalement détruit. Donc, on a dû aller louer un bureau à l'ambassade américaine, qui était l'ancienne ambassade américaine, et ils l'ont loué pour $1 par an. Mais il fallait l'aménager, il fallait faire tout ça. Donc, si tu veux, au milieu d'une situation de crise, là où le gouvernement est supposé pouvoir répondre aux attentes des citoyens, mais le gouvernement lui-même n'a même pas un bureau où travailler, où se réunir, où réfléchir. Donc, si tu veux, ce plan stratégique a eu ces axes principaux sur lesquels on a travaillé. Mais je peux te dire que c'est très, très, très compliqué de répondre à une situation de désastre aussi énorme que celle que nous avons vécue. C'est très, très compliqué. Même si on a un plan, même si on a la volonté, même si on a une équipe, parce que c'est très difficile de s'attendre à ce que pendant qu'on parle, le toit de la maison s'effondre et puis on a des morts à côté, on a des blessés. Voilà. Donc, situation excessivement difficile. Non, mais ça c'est sûr, et c'est pour ça qu'on fait cette conversation aussi. C'est ça qui m'intéresse, c'est que vraiment, hein, encore une fois, je pense qu'on voit tous que ça peut arriver un peu de plus en plus régulièrement, malheureusement, à cause de nos modes de vie. Et on ne sait pas très bien comment on va. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se posent des questions, en particulier quand on voit la crise du Covid, comment ça a été géré, avec les mensonges de l'État. Alors pour des bonnes et mauvaises raisons sans doute, hein, mais quand même mensonges de l'État, donc encore plus de méfiance ou de défiance par rapport aux institutions. Et quand il y a de la défiance aux institutions, du coup tu suis plus les règles. Et on l'a vu avec le vaccin typiquement, et en particulier dans les Caraïbes. Donc les gens veulent pas se faire vacciner, ils ont pas confiance. Parce que même si le gouvernement dit mais si faites ça, les gens ils veulent pas le faire. Et ça crée d'autres problèmes. Et entre autres la montée des extrêmes, enfin tu vois, c'est vraiment ça le truc. Donc et j'imagine que quand tu es dans une situation aussi catastrophique que celle que vous avez traversée, c'est nécessairement d'autant plus compliqué. Et en même temps, j'ai l'impression dans ce que tu décris que tu reviens à l'essentiel, c'est-à-dire que t'es plus dans les petits papiers machin, c'est vraiment ok, est-ce que je peux manger, boire, dormir, avoir une situation pas stable, mais au moins saine pendant une période. C'est vraiment ça ce que tu décris, en fait. Oui, bien sûr, parce que en Haïti, Port-au-Prince, c'est quand même, c'est là où arrive l'approvisionnement en pétrole. C'est là où on avait à l'époque seulement un aéroport international qui avait été détruit, qui était fermé pendant plusieurs mois d'ailleurs, donc ce qui créait une situation très, très, très tendue. Il y avait que des vols humanitaires qui rentraient pendant plusieurs semaines. Donc, c'est alors que, en réalité, il y a le reste du pays. Donc, il fallait s'assurer que la chaîne de distribution aussi puisse continuer à fonctionner, les différentes chaînes de distribution puissent continuer à fonctionner, que les autres villes du pays reçoivent leur approvisionnement en essence, en électricité, quand on pouvait, parce que quand même, il y avait d'énormes problèmes d'électricité à l'époque. Et ce qu'on a voulu faire, c'est désengorger. Donc, on a dû réparer l'aéroport de Port-au-Prince et construire un autre aéroport
dans le nord, au Cap Haïtien, ceci pour avoir 2 points d'entrée. Et on a commencé la construction de 2 autres aéroports. Donc, normalement, Haïti aujourd'hui a 2 aéroports et 2 aéroports en construction qui devraient donner 4 aéroports pour desservir le pays tout entier. Et ceci, s'il y a un autre séisme demain, eh bien, et on l'a vu déjà en plusieurs occasions, quand il y a un problème maintenant à Port-au-Prince, eh bien, les gens ont la possibilité de venir et d'atterrir dans l'aéroport du Cap Haïtien. Ça, c'était justement dans notre plan stratégique de finir le 2e aéroport pour avoir 2 points d'entrée dans le pays. Une autre question, tu parlais d'énergie. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Haïti. En France, en tout cas, tu sais, on a des centrales. Donc, c'est très centralisé. Mais on imagine que ces centrales, elles peuvent être détruites. Et quand je vois, par exemple, ce qui se passe sur le continent africain, ou en tout cas dans certaines zones, et en particulier les zones reculées, on fait plein de petites zones, finalement, de création d'électricité qui sont beaucoup plus localisées et qui permettraient sans doute aussi de limiter les dégâts. Parce que si d'un coup, il y a une centrale qui tombe, bah en fait, c'est toute la zone qui n'a plus d'énergie. Je voudrais savoir c'est quoi le modèle en Haïti et est-ce que vous avez fait bouger ce modèle-là? Le modèle haïtien, c'est un modèle qui est l'un des plus mauvais au monde, au fait. Parce que nous avons centralisé tout ce qui est dans la capitale et il y a très peu d'électricité dans le pays, dans la capitale et dans le reste du pays. Donc, il y a eu des contrats passés avec des gouvernements où ils ont donné des contrats à long terme à des fournisseurs d'énergie qui ont récupéré plus de 1,4 milliard de dollars et on a très peu d'électricité aujourd'hui. Donc, c'est un secteur qui est aujourd'hui qui ne marche pas bien, qui n'a jamais marché bien, parce qu'il y a eu toujours des problèmes d'électricité. Et le modèle, c'est un modèle qui est centralisé sur la production thermique. Donc, il n'y a pas, dans un pays quand même, il y a beaucoup de soleil, il n'y a jamais eu d'investissement fait dans le solaire, dans l'éolien, pour desservir les différents besoins. Et il y a eu très peu d'investissements dans l'hydro. Il y a eu 1 ou 2 investissements faits dans l'hydro dans le passé. Mais le problème, alors c'est ça le problème quand il y a une catastrophe naturelle d'une magnitude aussi énorme, parce que toutes les priorités changent. Les priorités qui peuvent commencer à, par exemple, donner l'électricité, à donner, par exemple, à travailler sur des programmes écologiques, et puis se transforment en sauver des vies sauver des vies et donner la sécurité parce que la catastrophe change tout ce qui est prioritaire et crée de nouvelles priorités qui sont l'urgence et l'immédiat. Donc maintenant, il faut gérer l'urgence et l'immédiat et avant de revenir vers les priorités. Mais en Haïti, il y a un modèle énergétique qui est catastrophique. D'accord. Et en ce qui concerne, parce qu'en fait, quand on pense à catastrophe, moi je pense énergie, je pense aussi donc hôpitaux, écoles, énergie, police, force de police, donc la sécurité, et puis aussi à l'eau potable. Je sais pas comment ça s'est passé pour l'eau potable, parce que c'est aussi, on n'y pense pas, parce qu'en fait nous, on a tellement l'habitude d'avoir de l'eau potable, on tourne le robinet, puis voilà, ça descend, qu'en fait on n'imagine pas que... problème qu'on a eu, le très très grand problème qu'on a eu, parce que Haïti c'est quand même une île. D'ailleurs, je ne sais pas si on réalise ce fait, mais c'est la seule île du monde qui partage 2 républiques indépendantes, qui est Saint-Domingue, qui a Santo Domingo d'un côté et Haïti de l'autre côté. Donc, le problème d'eau, on a eu, justement après le séisme, une des leçons aussi apprises, c'est que les gens ont envoyé des millions de bouteilles d'eau pour les victimes. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ils auraient pu acheter l'eau localement dans d'autres villes, mais le fait que maintenant l'eau était gratuite, les gens n'achetaient plus. Donc maintenant, toutes les petites entreprises, les PME qui filtraient l'eau,
eh bien, elles ont fait faillite. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on réalise pas du tout. J'en avais déjà entendu parler avec quelqu'un qui me parlait du Liban, où la situation était un peu identique, où quand il y a beaucoup d'aides qui arrivent, en fait, ça fait mettre en faillite les entreprises locales. Et c'est un truc auquel on pense pas du tout, alors qu'en réalité, c'est un vrai gros souci. Alors que ça c'est un problème qui peut être résolu parce qu'une fois que on est prêt, il faut avoir quand même des plateformes. On peut avoir des plateformes technologiques qui perçoivent, c'est ce que Zelensky demande d'ailleurs en Ukraine, qui perçoivent l'aide, que ce soit en crypto-monnaie, que ce soit l'aide directe, mais d'avoir un point centralisé et maintenant de montrer les différents projets en images et en vidéo, ce qui est fait et les montants dépensés pour ces différents projets. Donc c'est très facile d'avoir une carte digitale nationale qui montre où sont les projets, comment ces projets fonctionnent et aussi les montants perçus. Mais ça on le sait avec l'expérience. Parce que avant d'avoir, alors c'est ça le drame des séismes, c'est très difficile de s'y attendre parce que parfois tu peux avoir 100 ans sans avoir un séisme. Donc, Bien dans sûr, ton mais... subconscient, tu te dis, écoute, ça ne va pas nous arriver à nous, jusqu'à ce que ça arrive. Mais justement, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans notre conversation, c'est que même si nous, ça nous est pas arrivé, en fait, via l'expérience d'autres pays, et moi, je suis assez convaincu, et typiquement, quand on regarde la manière dont on a géré la crise sanitaire du Covid, je suis assez convaincu qu'on aurait pu apprendre de ce qui s'est passé dans certains pays africains avec d'autres pandémies. Et bizarrement, en fait, on n'a pas appris d'eux. Et c'est pour ça qu'aussi que j'aime bien cet épisode, que je voulais le faire, c'est que, en fait, il y a des zones dans le monde où il y a eu des catastrophes sanitaires ou sismiques ou de tsunamis ou autres, et ils ont appris par l'expérience. Et c'est très étrange. Je sais pas si c'est une sorte de post-colonialisme où on veut pas apprendre de ces pays-là, mais il y a vraiment quelque chose, il y a plein de choses à apprendre, et c'est ça tout l'intérêt, c'est que justement, il y a un partage de connaissances à faire et mieux comprendre comment on gère ces situations de crise quand ça nous arrive, parce que je pense que même si tu dis bon, la France c'est un pays riche, c'est vrai, mais je pense que le gouvernement serait autant dans la débâcle si on avait une catastrophe de la même ampleur, c'est-à-dire pas 250 000 morts, mais plutôt au-dessus d'1 million. Si on avait autant de blessés, je me souviens plus ce que tu as dit, c'était 500 000 blessés, c'est ça? 500 000. Ouais, 500 000, donc il faudrait multiplier par 6, donc 3 500 000 blessés, etc., etc. Donc, à partir du moment où on a... C'est derrière 3 millions, pardon, de blessés. À partir du moment où on a des problématiques de cette ampleur-là, il y a une sorte d'intelligence collective à avoir et d'apprendre justement de pays qui ont pu traverser ce genre d'incident. Je sais pas, et peut-être que c'est ça l'intérêt aussi de cette conversation, mais aussi, je sais pas s'il y a d'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a d'autres pays plus tard qui sont venus te voir toi ou voir les personnes du gouvernement d'Haïti pour voir comment on gère ce genre de situation, qui ont connu les catastrophes? Ils l'ont fait à travers l'ONU. L'ONU était là, d'ailleurs ils ont une énorme perte ce jour-là. Il y avait plusieurs soldats. D'ailleurs, le chef de la mission de l'ONU est décédé ce jour-là du séisme parce que l'édifice dans lequel il était s'est effondré. Et il a pratiquement perdu sa vie ce jour-là. Donc, l'ONU a créé des conférences à travers le monde sur les expériences connues et sur les différentes leçons apprises. Mais c'est pas assez. C'est-à-dire que si on parle d'un sujet aussi important que ça, il faudrait le faire de manière continue pendant des années et d'avoir une sorte de terme de référence pour ces leçons apprises. Or, aujourd'hui, c'est pas le cas. Les gens agissent beaucoup plus par instinct que par procédure. Donc maintenant, il faudrait développer un manuel pour toutes les agences de développement et pour toutes les fondations qui collectent de l'aide pour voir maintenant qu'est-ce qui se fait avec cette aide. Parce que quand on parle d'aide, les gens voient, par exemple, tu te souviens de la chanson très fameuse We Are the World.
for Haiti, où les plus grands artistes se sont réunis pour chanter ce jour-là. On parle de Wyclef Jean, Justin Bieber, Janet Jackson. Enfin, les plus grands. Et ça a été produit par Quincy Jones. Eh bien, ils ont récolté plusieurs millions de dollars qui ont été envoyés à la Croix-Rouge américaine. Et cette Croix-Rouge américaine, une partie de l'argent a été pour les dettes qu'ils avaient pour d'autres. Dit, ouais. Voilà. Donc ça, il faut apprendre de ça. Et puis, il faut apprendre de ça. Tu dis que l'ONU fait ce genre de choses, mais en même temps, quand on voit ce qui s'est passé en Haïti, c'était qu'il y a quand même une dizaine d'années. Et au final, la manière dont ils aident les pays, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas du tout changé, en fait. Parce que ce qui arrive, c'est qu'en réalité, ils ne font pas entièrement pour aider le pays. Dans le cas de la Croix-Rouge, par exemple, ils l'ont fait pour aider leur situation financière. Et puis donc, même, ils doivent faire travailler les gens qui travaillent chez eux. En fait, quelque part, il y a aussi ça. Enfin, c'est bête, mais... Voilà. Donc, il y a une hypocrisie dans tout ça qui est palpable et qui est réelle. Et il faut apprendre aussi de ça. Donc les pays donateurs, les gens qui donnent, parce qu'en général, enfin, ce sont ceux qui recouvrent et ce sont ceux qui administrent, qui travaillent de cette manière. Mais la réalité, c'est que c'est essentiel d'apprendre de ces expériences, des expériences vécues, que ce soit en Haïti, que ce soit en Équateur, que ce soit au Népal, que ce soit dans d'autres pays ayant été victimes de séismes, de catastrophes naturelles, où il y a eu des milliers de morts. Parce que combien de personnes doivent mourir, combien de personnes doivent être blessées pour apprendre à faire la gestion de la réponse. Or, il y a différentes théories qui ont découlé de tout ça. Aujourd'hui, on parle de smart response. Le smart response, c'est un concept qu'ils ont développé dans le domaine de la réponse aux catastrophes, de donner une réponse intelligente. Donc, la réponse intelligente consiste en quoi? Elle consiste en donner une aide mesurée à court terme, une aide humanitaire, mais donner une aide continue à long terme, qui va dans le sens de la reconstruction. Reconstruire des écoles, reconstruire des centres de santé, reconstruire des routes, reconstruire les voies agricoles et tout. Donc il y a quand même un mouvement dans ce sens. Mais il faut faire beaucoup plus. C'est ça la chose. Il faut faire beaucoup plus. Il faut faire beaucoup plus d'efforts. Il faut continuer à le faire parce que les catastrophes vont continuer. Ouais, elles vont s'accélérer, je crois. Elles vont s'accélérer. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, les pays, les petits pays, ce sont eux qui sont les victimes des changements climatiques. Ce sont eux. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, un pays comme Haïti, comme la République dominicaine, comme la Jamaïque, ce sont des îles, donc, qui sont victimes de tout type de cyclone, de séisme, de tout ça, et des résultats immédiats au changement climatique. Donc, quand on parle du climat, il faut aussi parler de l'impact que ces changements ont et comment gérer pour les parce que les plus petits pays, en général, ils n'ont pas beaucoup de voix. Ou leur voix n'arrive pas trop loin. Donc, c'est important de continuer à défendre les plus faibles, de continuer à donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix. Parce que, à la fin de la journée, nous sommes d'une grande famille mondiale, une grande famille qui souffre. Et quand il y a un problème aujourd'hui avec nous vivons dans un monde interconnecté, on voit qu'il y a un problème au Mali, le reste du monde le sent et le voit. Qu'il y a un problème en Haïti, c'est la même chose. Donc, c'est important de comprendre, de corriger ces réponses aux catastrophes. Et comme on dit en anglais, to get them right. Parfait. C'est ça, au fait. Merci beaucoup, Laurent. J'ai une dernière question, qui est une question assez classique pour le podcast. Le podcast s'appelle Vlan, donc tu veux ouvrir ou claquer la porte à quoi? À quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte? Bon, premièrement, je vais attirer l'attention de tous les auditeurs, auditrices, de l'importance, de l'efficacité de l'aide.
C'est ça, au fait. C'est-à-dire que c'est l'important, c'est l'optimisation de ce qui donneront et l'approche à la prochaine catastrophe naturelle. Comment réagir physiologiquement, comment réagir psychologiquement et aussi pour les agences en charge de ça, la réaction, la stratégie que eux ils utilisent. Donc c'est continuer à attirer, à sensibiliser les auditeurs pour que eux ils se posent la question de eux comment est-ce qu'ils vont réagir au prochain séisme et comment que eux ils vont participer et comment que eux ils vont aider et leur aide comment qu'elle va être optimisée pour atteindre les besoins des nécessités au fait. C'est ça. Je laisse avec ce point d'interrogation et cette comment dirais-je de souligner l'importance de cette optimisation pour notre communauté parce que on est une famille, on est en réalité, qu'on soit français, qu'on soit haïtien, qu'on soit américain, qu'on soit chinois, on est une famille, on a une planète et c'est important que tout le monde travaille ensemble, surtout quand ils aident que l'aide soit optimisée. Parfait. Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.